En réalité, le sujet de la question de l'autorité au Maroc est un sujet extrêmement vaste. Et en préparant l'exposé d'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il me sera impossible d'épuiser l'ensemble des angles du sujet en question. Je dirais peut-être pour commencer qu'un politiste sérieux, comme nous essayons de l'être quand on fait de la science politique, qui travaille sur les faits islamiques, ne peut pas faire l'impasse sur les textes classiques de la tradition musulmane, qui sont mobilisés précisément par toute une série d'acteurs sociaux qui les prennent au sérieux et dont ils en font une assise cognitive. Il y a un débat en France aujourd'hui sur la place qui doit être réservée au fait à l'islamologie. Je pense pour ma part qu'il est important de croiser deux variables, à la fois effectivement les traiter ou appréhender les acteurs sociaux in situ, dans les situations qui les concernent, mais aussi de prendre au sérieux la substance cognitive et les textes religieux auxquels ils se réfèrent. Et le Maroc, à ce sujet, je le pense fort, est un objet d'étude stimulant, probablement comme beaucoup d'autres, mais c'est une sorte d'antidote aux confusions qui règnent actuellement en France autour des solutions présumées à la radicalisation ou à l'engagement violent au nom de l'islam. Je dis cela par souci de concision, c'est qu'en réalité, on a tendance à croire, et à mon avis c'est une illusion, que la présence ou la création ou la constitution d'une autorité en islam serait un paravent efficace à l'engagement violent au nom de l'islam. Et vous allez voir qu'à partir de l'étude du cas marocain, on va très rapidement se rendre compte que c'est un miroir aux alouettes, si je puis dire. Il est courant de lire et d'entendre également, en France et au Maroc même, que l'islam marocain serait non seulement spécifique, mais intrinsèquement tolérant, modéré et ouvert sur le monde. Alors je ne sous-estime pas la réalité à certains égards de cela, mais attention là aussi à la communication publique des officiels ou des politiques qu'il faut toujours prendre avec une certaine distance critique, comme nous l'enseigne la sociologie. Dans un article donné au journal marocain L'Économiste, qui est un journal assez connu au Maroc, le numéro 2666, c'est un article de presse ancien, du 5 décembre 2007, l'entrepreneur marocain Hakim El-Rissassi, auteur de Regard sur le Maroc de Mohamed VI, affirme, je cite, que le Maroc est un modèle pratique de modération, de juste milieu et de justice, en raison, je continue la citation, de la spécificité d'institutions religieuses qui lui permettent de délégitimer les différentes expressions du radicalisme et de lutter contre la politisation de la croyance et assurer ainsi aux citoyens la protection et la quiétude spirituelle. Radicalisme est un terme très ambigu, mais on voit que déjà en 2007, il est utilisé alors qu'on n'est pas dans la phase Daesh. L'auteur, en se félicitant très largement de cette spécificité réelle ou supposée du Maroc, s'appuie très largement sur le discours du trône. Chaque année, le roi tient un discours du 30 juillet 2004, au cours duquel le souverain rappela qu'il est le seul à pouvoir, je cite, concilier le politique et le religieux. En fait, la phrase exacte du monarque Mohamed VI, en référence à ce discours du 30 juillet 2004, est la suivante. En effet, sous la monarchie constitutionnelle marocaine, religion et politique ne sont réunis qu'au niveau de la personne du roi, commandeur des croyants. Vous remarquerez qu'il parle de lui à la troisième personne. C'est un privilège des monarques. Et si justement, c'est la question que je pose, toutes les difficultés et ambiguïtés de la gestion politique et religieuse marocaine procédaient de la dite spécificité avancée, ainsi que de la confusion du temporel et du spirituel assumée au plus haut sommet de l'État. Là, il y a une reconnaissance publique du fait qu'il y a une confusion entre le politique et le spirituel. On poursuit. Le même auteur écrit, non sans un culturalisme et essentialisme prononcé, au cours de l'article en question, la chose suivante. Le schéma cultuel marocain est ancré dans la société. Il constitue une culture populaire commune. Les oulémas marocains, à l'image de Abdul-Wahid ibn Ashir, du XIVe siècle, ont produit des textes de poésie ou de prose résumant cette doctrine religieuse, qui fait référence au manichisme. Ils la rendent ainsi facile à retenir par le commun des mortels, afin de le guider sans difficulté dans son cheminement spirituel et cultuel. Et il continue, et c'est peut-être la phrase la plus importante, cette démarche de vulgarisation et d'accessibilité ne plaît pas aux tenants de l'islam politique, qui la considèrent comme un mimétisme aveugle. La raison profonde en est qu'elle immunise le musulman contre les déviations et les intrusions religieuses.
comme si cette doctrine malikite ou Ibn Ashir était là aussi des antidotes théoriques aux velléités de passage à l'acte violent ou à l'entretien d'un imaginaire social violent. Je ne poursuis pas la citation, elle est beaucoup plus longue, mais je dirais, là aussi, c'est une question que je pose et à laquelle je tente de répondre, est-ce que Ibn Ashir, je rappelle les dates, 1583-1631, réellement, je reprends les phrases de l'auteur, immunise le musulman contre les déviations et les intrusions religieuses? Et de surcroît, est-ce que Ibn Ashir, réellement là aussi, s'éloigne des réquisites théologiques défendus par les islamistes? Parce que souvent, on commet cette illusion, je n'aurai malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails, mais je me soumettrai à vos questions, c'est qu'on oppose de façon artificielle l'islam d'État et l'islam des islamistes, y compris au Maroc. Et là aussi, c'est une erreur qu'on commet en procédant ainsi. Est-ce que par ailleurs, le rite juridico-religieux malikite, comme il est présenté aujourd'hui, mais comme il était déjà présenté dans cet article de 2007, est véritablement un antidote aux approches, je cite, littéralistes et simplistes qui se fient à l'apparent des textes religieux et conduisent à l'étroitesse de l'esprit et à la sacralisation de la pensée humaine. Tout ça au nom de cette doctrine malikite. Or, je dirais d'emblée que les plus hautes institutions religieuses du royaume chérifien intègrent et acceptent très largement le discours néo-salafiste en leur sein. Ça, c'est quelque chose qui peut nous surprendre, observateurs de l'Europe de l'Ouest. C'est de dire, mais comment se fait-il, le roi est commandeur des croyants, partisan d'un islam tolérant, ouvert, et pourtant, le Maroc officiellement reconnaît la présence de néo-salafistes à une seule condition, qu'ils ne combattent pas le régime. Donc on voit que là, au sein des institutions officielles marocaines, il y a l'entretien de ce que j'appelle le néo-salafisme, qui est une lecture extrêmement littéraliste du corpus religieux, du corpus des traditions musulmanes. Plus récemment, c'est en France qu'on peut lire et deviner que le Maroc apparaît pour des catégories d'acteurs, notamment des politiques, au premier chef, comme exemplaires dans la formation d'imams ou de religieux distingués par leur modération ou modération. Je dirais que du point de vue des sciences sociales, modéré ou modération ne sont pas des concepts ou des mots adaptés. De même que les vocables extrémistes et extrêmes. Ça dépend à ce qu'on met le curseur. Et je vais volontairement filer la métaphore géométrique que j'aime bien. Quand on parle d'islam du juste milieu, j'ai coutume de dire que le centre est partout, la circonférence nulle part. Parce qu'en fait, on ne sait pas où est le juste milieu par rapport à qui, par rapport à quoi et quand surtout. Donc ce sont des appellations, mélioratives ou péjoratives, qui peuvent revêtir un sens en politique et en société, et qui sont ordinairement utilisées pour adouber ou coopter, ou au contraire condamner et exclure les uns ou les autres. Selon que vous serez extrémiste ou modéré, vous serez potentiellement un interlocuteur crédible pour les acteurs publics au Maroc et en France. Des leaders d'opinion n'hésitent pas à reprendre, sans forcément y adjoindre les commentaires ou critiques nécessaires, les éléments de langage ou la communication publique du royaume chérifien, qui se perçoit véritablement, je cite encore la parole d'un représentant marocain, un laboratoire pour l'apprentissage d'un islam tolérant et modéré. Officiellement, c'est-à-dire depuis les hautes sphères de l'État français, étant donné les relations historiques de proximité entre Rabat et Paris, cette conviction que l'islam marocain incarnerait une voie de modération dans le contexte de forte violence au nom de la religion musulmane, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, a incontestablement fait son chemin et a été peu ou prou admise. On considère aujourd'hui les Marocains comme des partenaires crédibles dans la formation des imams en France. Un indice tangible à cela. Si autrefois les Français d'origine marocaine partaient au pays pour être formés religieusement et à l'imama, le 2 avril 2016, l'Union des mosquées de France, qui est de sensibilité marocaine, a annoncé l'ouverture d'ici 2018 d'un institut de formation dans l'Hexagone ouvert à tous, expliquant son bien fondé en ces termes. Je cite, « La lutte contre le radicalisme qui frappe une frange de notre jeunesse repose en partie sur notre capacité à bien former nos cadres religieux et à leur donner les moyens adaptés à leur noble mission. Au nom, selon Mohamed Moussaoui, qui est l'ancien président du CFCM, Conseil français du culte musulman, et qui est président de l'Union des mosquées de France, Moussaoui, que j'ai croisé dans un hôtel récemment au Maroc, c'était marrant, il dit la chose suivante, de l'expérience du royaume du Maroc reconnu dans ce domaine sur le plan international. Donc il y a véritablement une conviction largement partagée. Et c'est vrai que les événements meurtriers d'ampleur internationale auxquels on a assisté
en France à l'année 2015, sans compter les nombreuses répliques plus ou moins meurtrières des 2 dernières années, qui se prolongent d'ailleurs actuellement tragiquement en Europe, avec l'Espagne, ont déclenché des interrogations critiques tout azimut dans l'espace public européen, mais également, peut-être chose nouvelle, en contexte majoritairement musulman, au sujet des liens supposés ou réels entre islam et violence, et surtout sur les solutions religieuses ou politiques à apporter en vue d'endiguer ce phénomène. Un double questionnement. Islam, relation islam et violence, qui se pose au Maroc, mais aussi en France, et surtout, comment faire, quelles sont les solutions, et c'est là où on chemine progressivement dans le sujet, comment endiguer ce phénomène. De ce point de vue-là, il est quelquefois avancé que l'absence de clergé en islam sunnite, là on reprend le sujet, autrement dit l'inexistence d'une autorité centrale et mondialement respectée, à l'instar de la papauté dans l'Église catholique romaine, créerait immanquablement les conditions objectives de ce que j'appelle un ensauvagement ou d'une instrumentalisation plus facile des ressources symboliques de la religion aux fins d'apporter un surplus de sacralité et donc un surcroît de légitimité aux entreprises les plus violentes. Rien n'est moins sûr, et c'est de ce préjugé-là que j'aimerais parler aussi aujourd'hui. Les protestants en sont un exemple. À la différence des catholiques, ils n'ont pas véritablement d'autorité suprême en dehors de Jésus-Christ. Je ne m'engagerai pas plus avant dans le protestantisme, n'étant pas suffisamment connaisseur. Pour autant, les évangéliques, dont l'activisme est réel sur différents continents en Europe, ne posent pas de bombes et ne commettent pas d'attentats suicides. Cela dit, ajoutons immédiatement, nous ne sous-estimons pas, chez ces derniers, des formes plus ou moins marquées de violence que nous ne réduisons pas, pour notre part, ni à la seule dimension aussi spectaculaire que mortifère du terrorisme, ni à la dimension physique. Parce qu'en fait, le travail que je mène actuellement, c'est de montrer que nous sommes figés, le regard rivé sur la violence spectaculaire, mais nous oublions d'autres formes de dispositifs de légitimation de la violence, dans le discours au nom de l'islam. Et vous voyez, c'est tout un autre sujet que je pourrais aborder dans les questions. On peut citer, à titre d'exemple, les commandos anti-avortement aux États-Unis, qui sont violents tant au plan du verbe qu'au plan des modes d'action employés. Sur ce registre, ces derniers ne sont pas en reste. Les juifs orthodoxes sont intégraux dans la société israélienne, n'hésitent également pas, au nom de leur foi, à défier l'État. Je dis ça parce qu'on a aussi tendance, malheureusement, dans le débat actuel, à être tellement focalisé sur cette violence spectaculaire qu'on oublie d'autres formes de violence. Évidemment, ça ne fait pas autant de morts, mais est-ce que la violence s'arrête simplement au nombre de victimes? Je n'en suis pas certain. Une autorité politique ou religieuse aussi prestigieuse dans les mondes de l'islam sunnite que la commanderie des croyants, le roi du Maroc, justement, dans le monde majoritairement musulman, est à l'heure actuelle, à ma connaissance, l'unique récipiendaire de cette qualification symboliquement puissante, qui nous vient de Omar ibn Khattab, 634-644, n'a nullement empêché et l'émergence de groupes islamistes radicaux dès les années 70, avec la Shabiba Islamia, ni la commission d'attentats sur le territoire national, et encore moins aujourd'hui, le départ de nombreux ressortissants du royaume vers les théâtres de guerre étrangers, principalement en Irak et en Syrie. Vous voyez, c'est une première pierre que je lance. Vous voyez, une autorité, Imarat al-Mu'minin, la commanderie des croyants, et pourtant le Maroc est exposé, comme la France et comme d'autres pays européens, à cette montée en puissance du radicalisme au nom de l'islam. Quelques faits et chiffres viennent d'emblée nuancer l'image ou la représentation positive ordinairement véhiculée au Maroc et à l'étranger d'une exception marocaine, ou bien encore d'une spécificité marocaine, voire la mise en valeur de l'exemplarité marocaine dans la lutte contre le terrorisme. Et là, je précise également, ce n'est pas parce que vous luttez efficacement contre le passage à l'acte violent que vous tarissez les sources de ceux qui veulent passer à l'acte violent. Moi, je fais bien la distinction entre les deux, parce qu'on peut se satisfaire en se disant, voyez, une mise au point sécuritaire pour éviter que les gens passent à l'acte. C'est très bien, mais est-ce que ça tarit pour autant, idéologiquement, les velléités de passage à l'acte? Le 16 mai 2003, c'est une série de 5 attentats suicides qui eurent lieu à Casablanca, prenant essentiellement pour cible des lieux réputés fréquentés par des étrangers, bâtiments de l'Alliance israélite, cimetière juif ou consulat de Belgique au Maroc, faisant 41 victimes et une centaine de blessés. Le 11 mars 2004 eurent lieu les attentats de Madrid qui firent 180 morts et près de 2000 blessés, après que des explosifs eurent été déposés dans des trains. Ces forfaits furent commis par une majorité de Marocains. Le 28 avril 2011, c'est une bombe actionnée à distance dans l'hôtel-restaurant Argana de Marrakech qui fit 17 morts et une vingtaine de blessés.
Et lors des attentats récents en Espagne, impliquant de nouveau des ressortissants marocains, le bilan est de 15 morts et d'une cinquantaine de blessés. D'autres attentats ont été déjoués au Maroc ces derniers mois et années par le démantèlement de certaines filières terroristes. Donc le terreau est important. En effet, depuis 2002, ce sont 324 attentats qui auraient été déjoués et 155 cellules terroristes démantelées. En mai 2016, un article de presse faisait état de 1600 djihadistes, je mets des guillemets à djihadistes, marocains établis dans les zones syro-irakiennes, dont 758 auraient intégré Daesh, l'État islamique, 100 Harakat Sham al-Islam et 52 Jabhat al-Nusra, une antenne locale d'Al-Qaïda. On dispose à présent de nouveaux chiffres qui ont été avancés au mois de mai dernier et qui sont livrés par un responsable marocain de la sécurité, entre autres au journal arabophone CNN. Ce seraient 1631 Marocains qui seraient engagés dans les groupes extrémistes en Syrie et en Irak, dont le plus grand nombre aurait rejoint Daesh à raison de 865. 558 d'entre eux auraient été tués sur place. Une majorité se trouvera en Syrie. 333 auraient moins de 17 ans, parmi lesquels 152 seraient des enfants. 284 femmes auraient quant à elles rejoint leur mari combattant entre guillemets. 52 femmes seraient revenues, ainsi que 15 mineurs. Vous voyez, c'est très important. Quand vous faites proportionnellement par rapport à la France, c'est beaucoup plus important. Les Marocains, si le temps presse, n'hésite pas, parce que les Marocains seraient juste derrière les Tadjiks, les activistes étrangers présents sur place qui commettraient le plus d'attentats suicides dans les zones contrôlées par Daesh en Irak et en Syrie. Donc, vous voyez, tout cela, c'est destiné d'une certaine manière à vous donner des indices qu'une autorité politico-religieuse n'est pas le remède absolu. Je ne dis pas que ce n'est pas un remède potentiel, mais ce n'est pas le remède absolu à ça. Soyons extrêmement clairs également. S'il faut être lucide sur le mythe d'un exceptionnalisme marocain, qu'il convient de défaire rigoureusement, il ne faudrait pas pour autant verser dans un travers inverse, à savoir incriminer indistinctement la maroquinité ou la culture politique et religieuse marocaine, vu le cas échéant comme un terreau privilégié du terrorisme. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Quand je parle du Maroc, vous savez ce que je pense, mais il vaut mieux verbaliser que de laisser planer des doutes. Ce serait le cas échéant d'un culturalisme douteux. Nous ne nions pas en outre la réalité de changements concrets quant à des interprétations naguère restrictives de l'islam au regard des libertés publiques au Maroc. En février dernier, le Conseil supérieur des oulémas est revenu sur une fatwa de 2012, dont je parlerai très vite, condamnant hier les apostats du point de vue religieux, cantonnant désormais le crime d'apostasie comme sujet politique, la haute trahison. C'est-à-dire qu'on a converti une approche de l'apostasie en termes religieux pour aller vers des termes plus politiques. Cela dit, chacun appréciera la nature de la modification et les mots choisis. Parce que quand vous considérez que vous maintenez le vocable apostat, murtad, ça dit quelque chose aussi de l'imaginaire social. Toutefois, comme on l'a suggéré plus en amont, toutes les affirmations, arguments d'autorité et pétitions de principe magnifiant la spécificité marocaine, quel qu'en soit le sujet, sont amplement démenties dans les faits. C'est pourquoi, en croisant le temps long et le temps court, j'ai malheureusement pas le temps parce que le temps presse et je ne veux pas vous assommer, la stratégie royale de fragmentation de l'espace religieux sur plusieurs décennies, notamment depuis 1956 et l'indépendance, qui était originellement conçue et pensée pour réguler et contrôler l'expression religieuse publique, n'a pas du tout empêché, on l'a dit tout à l'heure, la dissidence de se développer sur le terrain de l'islam, avec l'émergence de ce que Mohamed Tozi appelle un contre-champ politico-religieux. Alors l'hypothèse explicative que j'avance, elle est double. J'essaierai de donner des exemples après pour être concret. D'une part, contrairement à cette idée reçue et fortement enracinée, l'islam dit marocain, donc y compris officiel, est traversé par de nombreuses contradictions et conflits interprétatifs. Néanmoins, et ça c'est l'hypothèse que je formule, toutes ces interprétations religieuses, qu'elles soient le fait de l'islam officiel ou celle des acteurs ou des activistes islamistes, sont dominées par la prééminence d'un paradigme théologique de type intégral, au sens où l'entend Jean-Marie Donegani. Intégral, c'est-à-dire l'idée que le religieux informerait toutes les sphères sociales. Et ça, c'est quelque chose d'assez marquant dans le cas marocain. C'est-à-dire qu'aussi bien le palais que les acteurs religieux dans la société civile partagent ce paradigme commun. Et ça présente des problèmes potentiels ensuite sur la gestion du religieux. Or, un tel paradigme ne prémunit aucunement contre les tentations de violence physique ou verbale au nom de la religion.
L'exemple récent, c'est Abdelillah Belkeren et Mustafa Ramid qui défendirent les circonstances atténuantes pour les crimes d'honneur. Al-Jara'im al-Sharafiyya, les crimes d'honneur. C'est-à-dire qu'en fait, tenter de maintenir dans les dispositions du code pénal le fait qu'il y ait des circonstances atténuantes pour un homme qui découvrirait sa femme en train de le tromper, privilège évidemment accordé à l'homme, et qui serait condamné pour un acte de violence qu'il aurait commis à l'endroit de sa femme. Avec l'idée qu'on ne peut pas tolérer de telles choses dans un contexte majoritairement musulman. Et ce discours-là est tenu sans difficulté, sans grande opposition. Tout cela au nom d'une certaine conception de l'islam. Alors ce n'est pas toujours justifié expressis verbis par un recours à des catégories religieuses. Mais le sous-entendu, c'est que dans un contexte majoritairement musulman, venant de la parole venant des rangs du PJD, parti de la justice et du développement marocain, cette idée que l'islam ne permettrait pas de telles choses. D'autre part, la question très contemporaine de la violence selon l'islam, qui préoccupe, on l'a vu, beaucoup de chancelleries, est tellement transnationale et imbriquée dans des conflits civils qu'aucune autorité religieuse, à commencer par la communauté des croyants, fût-elle prestigieuse, n'est en mesure de l'enrayer. Donc je ne reviens pas, parce que je n'aurai pas le temps, sur tous les dispositifs mis en place à l'indépendance, notamment de la part de Hassan II, Mohamed V et Hassan II, pour verrouiller le champ religieux, notamment en fragmentant l'espace religieux. En fait, l'idée, c'est, suivant une double logique, centripète et centrifuge. Plus vous multipliez les sources d'autorité religieuse dans le royaume sous perfusion du palais, plus vous muselez le champ religieux, et surtout vous évitez, c'était dans la stratégie royale, la constitution d'un pôle hégémonique qui viendrait contester la légitimité monarchique sur le terrain religieux. En fait, Hassan II a fait comme pour le champ politique, et Mohamed V. C'est-à-dire pluripartisme autoritaire, c'est-à-dire on n'accepte pas de parti unique, ça c'est la patte marocaine, dès l'indépendance, pluripartisme, et justement pour éviter que l'Istiqlal, qui est un parti important au moment de la lutte pour l'indépendance, soit un pôle hégémonique. Il en a été de même pour le champ religieux. Et on peut reprendre la formule utilisée par l'anthropologue américain John Waterbury, c'est diviser pour mieux régner. C'est une expression consacrée. Cette idée qu'en fragmentant, on parvient à contrôler les sources d'autorité. Ça a été le cas de l'université connue Al-Qarawiyyin de Fès. Il y a eu en 1964 la constitution d'un institut appelé Dar al-Hadith al-Hassaniya, qui est connu, à Rabat, qui forme donc des religieux, qui forme des cadres au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et cette vocation est double. Elle a été double au moment de l'émergence de cet institut. Contrôler le champ religieux et battre en brèche le nationalisme ou le socialisme d'inspiration séculariste ou laïque. Ben Barka, etc. Et ça, c'est extrêmement important, parce que Hassan II s'est longtemps appuyé sur les islamistes, comme dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, pour combattre la gauche nationaliste et révolutionnaire. Et une fois qu'il a bien utilisé les islamistes, en leur donnant des gages, du point de vue religieux, bien sûr, il les a combattus pour éviter qu'eux-mêmes ne disputent le monopole du pouvoir. Donc tout ça s'ajoute d'autres instituts qui ont été créés. Je peux citer les conseils des ulémas locaux, le conseil supérieur scientifique des ulémas, la fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, l'Institut Mohamed VI des lectures et études coraniques, la fondation Mohamed VI de l'édition du Saint-Coran, l'Institut royal de la recherche sur l'histoire du Maroc, le Conseil supérieur du contrôle des finances Habous, le Conseil marocain des ulémas pour l'Europe, un Rabita al-Muhammadiyya, qui a annoncé d'ailleurs en septembre 2015 son souhait de mettre en place une plateforme scientifique électronique destinée à la diffusion du savoir religieux modéré. Vous voyez, la volonté d'occuper les espaces, hein, et en étant aussi présent sur Internet pour éviter justement une formation sauvage de la part de Marocains ou de musulmans pour aller vers des sites plus radicaux et donc les empêcher d'aller vers ces sites. Bon, j'ai pas le temps de... Bien sûr, je pourrais rester... Il me reste combien de temps, professeur ? D'accord, c'est largement suffisant. J'ai vraiment peur de... En fait, la question que je pose également, qui est conjointe à toutes ces institutions, c'est quel est plus exactement l'angle problématique par rapport à tout cela. À mon avis, ce qu'on ne fait pas suffisamment quand on aborde le cas marocain, c'est d'interroger les ambivalences, les ambiguïtés ou les angles morts de la politique religieuse marocaine. Ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Mohamed Harkoun, l'impensé. Parce que peut-être impensable.
Et je vais dire de quoi il s'agit. Autrement dit, nous voulons mettre en exergue, en particulier à partir des travaux de l'islamologue égyptien Nasr Hamid Abu Zayd, c'est là où on voit une complémentarité entre la science politique et l'islamologie, le fait que la monarchie, et plus spécifiquement le magistère religieux, s'appuie sur des fondements cognitifs qui rendent précisément possible et pensable la violence au nom de l'islam, par la permanence, justement, d'une morale religieuse publique prescriptive et punitive, ou, à minima, les discours usant d'une grammaire islamique ou non pour légitimer ou justifier des types variés de violences. On a donné tout à l'heure l'exemple des crimes d'honneur, et il y en aurait d'autres. En fait, le nœud gordien se situe à ce niveau-là. On a dit ce paradigme que notre collègue Omeru Maranjo Peria appelle le paradigme hégémonique. Cette idée qu'il y a un confusionnisme inhérent par essence à l'islam. Le Maroc, à cet égard, n'est que l'un des cas archétypiques ou archétypal des effets pervers, au sens weberien du terme, de la politisation de la religion depuis les sommets de l'État. Quelles que soient les intentions bonnes ou mauvaises des acteurs du champ politico-religieux national. Parce que cette illusion, quand on est chercheur, observateur, on ne tombe pas dans cette illusion. Parce qu'il y a des déclarations de bonne intention, nous sommes pour un islam modéré, nous sommes pour un islam du juste milieu, que ça veut dire que les acteurs eux-mêmes sont totalement conscients des effets pervers de la politisation de la religion. Ils sont convaincus au contraire que politiser la religion, c'est mieux la contrôler, et donc éviter qu'il y ait ensuite des répercussions négatives et violentes sur le territoire national. Et je dirais à ce sujet qu'il y a une espèce d'inertie structurelle, malgré des réformes et des décisions ponctuelles de réformes religieuses. Alors on ne nie pas ces efforts, mais malgré tout, on se rend compte que ces fondements du discours officiel ne sont pas sans rappeler, bon gré mal gré, des fondements sur lesquels peuvent s'appuyer les activistes de Daesh. Et ça, c'est assez fascinant comme exercice. Vous prenez les publications de l'organisation État islamique, vous prenez le discours des officiels marocains, et vous vous rendez compte que les textes sur lesquels s'appuient, pas les textes coraniques, les textes de la tradition, sont communs à ceux de l'État islamique. Et en fait, l'État islamique en joue, puisqu'il se permet même de se moquer des représentants musulmans français, mais aussi des représentants de ceux qui se disent défendre la ligne malékite. Vous voyez le paradoxe. Je vais donner maintenant des exemples à cela, pour aller à l'essentiel et ensuite nourrir le débat. Je vais vous donner l'exemple de ce piège dans lequel tombent les officiels marocains. On l'a dit, à l'année 2012, le Conseil supérieur des oulémas marocains avait émis une fatwa affirmant, je cite, que la mise à mort est la peine requise contre l'apostat, Mortel. Et ce, après une demande introduite par c'était une demande introduite par la délégation ministérielle, une demande introduite auprès de la délégation ministérielle en charge des droits de l'homme sur le statut de l'apostasie et de la liberté de croyance. Et quelle a été la réaction du Conseil supérieur des oulémas, donc qui est une institution plus qu'il y a de plus officielle au Maroc? Je cite, pour les musulmans, la législation de l'islam perçoit la liberté de croyance d'une autre façon. En fait, nous ne voulons pas de la liberté de croyance. Et c'est tellement vrai que la liberté de croyance devait être inscrite en lettres d'or dans la nouvelle constitution marocaine de 2011. Et à la demande du palais et des islamistes du PJD, on a squeezé la liberté de croyance. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de la liberté de croyance. Je cite toujours, elle exhorte le musulman à préserver sa croyance, sa religiosité et à s'attacher à la religion de l'islam ainsi qu'à sa sage loi divine. Il est considéré comme musulman authentiquement de par son appartenance à la religion des musulmans. Il ne lui est donc pas permis, suivant la législation de l'islam, de quitter sa religion et sa croyance sociale. Cette législation islamique ne l'accepterait d'aucune façon. L'écrasante majorité des oulémas marocains a approuvé la dite fatwa. Ça n'a pas été le cas de tous. Je peux citer l'exemple d'un certain Ahmed El-Kafi, qui est membre du Conseil des oulémas, et qui a manifesté sa désapprobation, mais toujours en ménageant la chèvre et le chou. Parce que c'est ça qui est, je vous dis, la formule que j'utilise souvent pour expliquer le cas marocain, l'autorité de l'islam, c'est qu'il donne d'une main ce qu'il reprend de l'autre. Voilà un gage que je récupère. Pourquoi? Parce qu'il y a ce paradigme dominant. Que dit Ahmed El-Kafi dans sa désapprobation relative de la fatwa? Il dit qu'il admet la pérennité du statut d'apostat, malgré le fait qu'elle ne soit pas appropriée, que la peine ne soit pas appropriée. En quelque sorte, on maintient ce statut qui est objectivement vexatoire
dans l'imaginaire social des musulmans confessants. Quand vous dites à un musulman observant un murtad, un apostat, même si vous n'appliquez pas la peine de châtiment, la peine de mort, dans son esprit, c'est que ce type-là n'est pas authentique. Il manque d'authenticité. C'est quelqu'un qu'il faut stigmatiser. Donc vous voyez, même quelqu'un qui dénonce la fatwa en tant que telle, légitime par d'autres moyens la fatwa. Ahmed El-Kafi a dit la chose suivante: la croyance est une affaire personnelle qui regarde la créature et son créateur, appelant les oulémas à être des prédicateurs et non des juges. Donc il est contre la mise à mort de l'apostat, mais, encore une fois, toujours pour le statut. Mohamed Fizazi, un salafiste connu au Maroc, qui a été longtemps considéré comme le père spirituel des auteurs des attentats du 16 mai 2003 à Casablanca, qui est sorti de prison en 2011 par grâce royale et qui est devenu un loyaliste vraiment qui rend hommage au roi Mohamed VI régulièrement, et lui était favorable à la fatwa. Vous voyez? Donc on peut être très pro-monarchiste, favorable à une fatwa extrêmement punitive par rapport à l'exercice d'une forme de critique vis-à-vis de l'islam. Je vais donner un autre exemple maintenant et je m'arrêterai cette fois-ci. En 2012, vraiment quelque chose de très intéressant, parce qu'il y avait tout un développement sur les ambiguïtés aussi de Ahmed Tawfiq, le ministre des Habous, mais je reviendrai dans le débat, pour terminer sur une histoire qui m'a marqué et qui mérite, qui n'est pas beaucoup connue en France, parce qu'elle a été surtout médiatisée dans la presse arabophone. C'est la décision, là, c'est là, voilà. Oui. Le cheikh Mohamed ibn Abdelrahman al-Maghraoui, qui est une figure très importante du salafisme marocain, qui a fondé en 1975 l'association, pardonnez-moi parce qu'à chaque fois ça... Oui, Dar al-Qur'an, les maisons du Coran, et notamment l'association pour la prédication du Coran et de la Sunna à Marrakech. Donc Marrakech est une pépinière pour le salafisme au Maroc. Et cette personnalité religieuse est à l'origine, effectivement, des maisons du Coran. Et vous avez des Français parfois qui partent étudier dans les maisons du Coran à Marrakech. On apprend la récitation du texte coranique. Il est diplômé de l'université saoudienne et il a été l'un des premiers à bénéficier d'une rémunération de la part de l'Arabie saoudite. Il y a une autre figure par le passé qui a aussi bénéficié d'un financement, c'est Taqi-Din Hilali. Figure importante, 1893-1987, figure importante de la naissance du salafisme au Maroc. Et Mohamed al-Maghraoui, en 2008, établit une fatwa, ce qu'on a appelé un ijtihad fiqhi, un effort normatif d'interprétation religieuse, suite à une question posée par un internaute concernant la licéité ou non du mariage des fillettes de 9 ans. Le cheikh répondu de la manière suivante: les filles âgées de 9 ans ont la possibilité de se marier, de la même façon que les filles plus âgées, celles qui ont 20 ans et plus. Voici la question et la réponse plus en détail que nous traduisons. C'est en arabe, je vais aller chercher vraiment l'échange, pour pas qu'il y ait d'erreur sur la question. Est-il possible pour une femme de se marier avant d'avoir atteint l'âge des menstrues? Réponse: s'agissant des menstrues comme indiqué dans la question posée, il est des femmes qui n'ont pas de menstrues. Pour la femme capable d'avoir des relations sexuelles avec l'homme, alors le mariage lui est permis. Quant au lien entre menstrues et mariage, personne ne peut le prouver. Maghraoui justifie ou corrobore son avis sur la base de paroles et de comportements attribués au prophète de l'islam, Mohammed, lequel aurait épousé Aïcha alors qu'elle n'avait que 6 ans et aurait consommé le mariage lors de sa 9e année. C'est là où on se rend compte aussi que la sacralisation du hadith pose un énorme problème. Vous voyez là, c'est un exemple flagrant. 2 références religieuses tirées des recueils de hadith de Muslim et de Bukhari. Je peux vous donner le hadith de Muslim numéro 1422 ou de Bukhari 5134, très suivi par les milieux sunnites observants. Donc vous voyez, il va tirer dans des corpus qui sont respectés par, non seulement par les Marocains en particulier, mais par les musulmans observants en général, qui légitime cet avis qui a créé une véritable controverse publique au Maroc. Le 21 septembre 2008, le Haut Conseil scientifique du Royaume, c'est-à-dire le corps des oulémas, a été mis en branle. Maghraoui fut accusé d'être un agent, je cite, de l'égarement et des fitan, des séditions. Cependant, les figures religieuses du pays, y compris celles défavorables à l'opinion religieuse du cheikh, éprouvèrent énormément de difficultés, à mains égards rédhibitoires au nom de ce paradigme, à contrer l'argumentation religieuse déployée par le premier, dans la mesure où Maghraoui s'est efforcé de s'appuyer sur des preuves de l'école malikite, qui est la base même du rite officiel du royaume. Le Conseil islamique a jugé que ce dernier s'exprimait en son nom propre, ajoutant de surcroît qu'il s'agissait
je cite, d'une utilisation de la religion pour des opinions marginales et répréhensibles. Le 7 octobre 2008, le cheikh répliqua en affirmant ne pas autoriser ce que Dieu interdirait, mais au contraire d'y s'inspirer d'exégèses coraniques produites par un Mohammed al-Makki al-Nasiri, 1906-1994, qui était un Nasiri, nationaliste à la réputation solidement établie au Maroc et ancien ministre des Affaires religieuses. Vous voyez, Marraoui se réfugie derrière des figures d'autorité nationale. Le cheikh dénonça ce qui constitue à ses yeux, je cite, à la fois un coup de poignard à l'envoyé Mohammed et aux fuqaha de l'islam, insistant sur le fait que les fondateurs éponymes des 4 écoles, Hanifites, Malikites, Hanbalites et Shafi'ites, ont autorisé le mariage de la petite satisfaisant aux conditions requises. Donc il a plaidé la bonne foi et il n'est jamais revenu, j'ai terminé, et il n'est jamais revenu sur cette fatwa. Et quand on poursuit la réaction des ulama, en fait la seule remarque critique et contestation des ulama, hormis le fait que ce soit une personnalité en dehors du champ des ulama, c'est de dire, mais non, mais le shir n'a pas rendu une fatwa, c'est un avis religieux. Mais sur le fond, du point de vue des principes, du point de vue principiel, cette fatwa ne pouvait pas être en bonne et due forme remise en cause. Justement, je reviens à ce que j'ai dit, la légitimité du paradigme établi. Donc je dirais en conclusion, en ayant laissé beaucoup de points, je n'aurais pas fini avant demain si j'avais dû continuer, c'est que finalement, je vais conclure de cette manière-là, c'est qu'en réalité, toute forme d'autorité, même dans le pays des commandeurs des croyants, ne peut pas réellement constituer un préservatif à l'émergence des courants radicaux, et surtout que dès lors que les fondements du discours islamique officiel ne sont pas réellement remis en cause ou interrogés, le royaume s'expose à minima à la justification de la violence physique ou verbale, qui n'est pas forcément du terrorisme, et à maxima, évidemment, au passage à l'acte violent, justifié ensuite au nom d'un paradigme partagé par le royaume. Je vous remercie de votre attention, je vous prie de m'excuser pour les